BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi. Vous le savez, on est là chaque soir sur BFM Business pour Tech & Co, la quotidienne, 19h30, 21h. Et en ce mercredi soir, une émission un peu particulière, voire exceptionnelle, puisque pendant 90 minutes, on va s'intéresser à un phénomène que l'on évoque quasiment tous les soirs dans Tech & Co, c'est le secteur de la robotique. Et on va essayer de se poser un maximum de questions sur ce sujet. Est-ce que ce secteur de la robotique est en plein réveil, justement, ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, un coup à la tarte à la crème ? On se posera cette question. On évoquera aussi les puissances chinoises qui sont en train de faire des choses incroyables avec des boîtes comme Unitree et bien d'autres. Et puis de l'autre côté, aux États-Unis, Figure.ai ou Optimus. Et nous, en Europe, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on essaiera de comprendre tout cela. Et puis, on évoquera le futur de la robotique. Est-ce que dans quelques années, nous aurons un robot majordome à la maison qui exaucera nos faits et gestes et en tous les cas, voilà, toutes nos demandes. Ça pourrait être intéressant de se poser cette question-là. Et puis, je recevrai deux invités exceptionnels tout à l'heure. Bertrand Naoum, qui est le président et le cofondateur de Quantum Surgical. On évoquera aussi justement comment la robotique est en train de révolutionner la médecine. Et puis Véronique Ribière sera là, responsable filière industrie du futur au CNRS, puisque vous le savez, le CNRS a un programme très sophistiqué, très fin concernant la robotique. Voilà le sommaire. Un grand merci d'être là et bienvenue pour ce Tech & Co, la quotidienne spéciale robotique. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir, pour m'accompagner pour cette émission, c'est Frédéric Simotel. Salut Fred. Bonsoir François, bonsoir à tous. Parce que je sais que tu es fan de robots, oui, tout comme moi. Et encore plus en rentrant du CES. Voilà, parce que c'est vrai que c'est en allant au CES qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse cette émission spéciale, parce que c'est vrai qu'au Consumer Electronics Show de Las Vegas, on a vu énormément de robots, alors qui roulaient, qui marchaient, qui flottaient, bref, il y en avait dans toutes les postures et dans tous les sens, et on s'est dit qu'il fallait peut-être faire un point sur ce sujet. Et pour en parler, eh bien, nous avons deux spécialistes reconnus, réputés dans ce domaine, qui nous font la gentillesse d'être là. Renaud Heitz est là. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Vous êtes le CTO, le cofondateur d'Exotech, notre pépite robotique, on va dire plutôt industrielle du nord de la France, en pleine expansion. Vous allez nous présenter votre boîte dans un instant, c'est quand même assez incroyable. Et puis Jérôme Monceau est avec nous aussi. Bonsoir Jérôme. Directeur et fondateur de Enchanted Tools. Enchanted Tools qui apporte un peu d'humanité dans ce monde de robots un peu froid, avec des robots qui apportent de l'empathie, de la sympathie, qui sont là pour accompagner en fait les humains, ce qui n'est pas forcément le cas d'Exotech, mais c'est justement cette cette différence qui est assez intéressante. Tout va bien chez Enchanted Tools. Tout va bien, c'est très intense en ce moment. Est-ce que vous étiez au CES, tiens ? On était au CES avec nos amis de NVIDIA, sur leur stand. Donc puisque vous collaborez avec on collabore, NVIDIA. Effectivement. On a beaucoup de leurs modèles qui tournent en embarqué, et une partie de leur puissance de calcul est utilisée dans les robots. Pas mal. Et là, on va essayer peut-être de découvrir quelques nouveautés concernant Miroka et Miroki. Si vous voulez. Mais on en parlera, on attend, on a une heure, donc aucun souci. Et puis, on va faire un petit point concernant Exotech. Renaud, est-ce que vous pouvez nous présenter Exotech en quelques secondes et nous dire à qui vous vous adressez en fait ? Quel est votre business ? Oui. Donc Exotech, on est un groupe maintenant international, on a 10 ans, on produit des robots qui vont travailler dans les entrepôts logistiques. Donc il faut vous imaginer un entrepôt logistique. À l'entrée, on va recevoir des cartons avec des biens. On les stocke et ensuite, quand il y a des commandes, il faut les expédier. On peut les expédier, alors bien sûr, à domicile, mais aussi pour réapprovisionner un magasin, un garage, une pharmacie, donc il y a énormément d'usages. Au milieu, une flotte de robots. Les plus petits systèmes, c'est une vingtaine. Les plus grands, c'est 500 robots qui vont travailler ensemble à l'intérieur et qui vont être capables d'aller récupérer ce qu'il faut au bon moment pour l'amener et préparer cette commande-là. Et ces robots ressemblent à quoi, en fait ? Alors, je crois que vous verrez des images après, ce sera encore plus simple. Mais globalement, ça fait à peu près la taille d'un bac. Donc, à peu près 60 cm par 40 cm. Ça porte un bac. À l'intérieur de ce bac, on peut mettre ce qu'on veut, jusqu'à 30 kg. Et donc, on l'utilise pour énormément de verticales. J'en ai cité quelques-unes, mais il peut y avoir de l'alimentaire, il peut y avoir de l'industrie, il peut y avoir un peu du tout venant pour du e-commerce. Donc, c'est utile pour plein de domaines. Alors, vous avez vécu un moment important il y a quelques jours, puisque vous avez inauguré votre nouveau siège près de Lille. Un site avec près de 700 salariés, mais vous pourrez en accueillir 300 autres. Je vous propose tout de suite d'en parler et de découvrir ce nouveau site avec Nathan Cocampo, qui a fait le déplacement.
Une fourmilière. Les Skypods filent entre les rayons, 30 kg de marchandises sur leur dos. Ils grimpent dans les stocks jusqu'à 14 mètres de haut. Decathlon, Carrefour, Uniqlo, Pepsi. Déjà 14 000 robots vendus en Corée, au Japon, aux États-Unis. Mais Exotech vend surtout des entrepôts, des solutions clés en main, surveillées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme le raconte Romain Moulin, l'un des 2 fondateurs d'Exotech. Tous nos systèmes sont critiques pour nos clients. Ils ne peuvent pas se permettre d'être à l'arrêt. On a ce qu'on appelle le control center, qui sont des gens qui, s'il y a un problème sur un des sites, vont voir une alerte apparaître et ils vont souvent la voir avant que le client l'ait vue pour pouvoir intervenir. 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10% réinvestis chaque année dans la R&D. Et c'est bien ça la force d'Exotech. La seule licorne industrielle française maîtrise tout de A à Z, tout en restant flexible face au contexte géopolitique. Exotech réalise la moitié de sa croissance aux États-Unis, mais la guerre commerciale n'a pas encore rebattu les cartes, comme l'explique Renaud Hates, l'autre fondateur. On pourrait avoir envie de produire aux États-Unis, sauf que pour produire aux États-Unis, il faut acheter les composants aux États-Unis. Et pour l'instant, ces chaînes industrielles, je pense qu'elles sont parties des États-Unis il y a des années, elles ne sont pas encore présentes. On garde nos usines ici. Après, on restera flexible, effectivement, et on s'adaptera à la réalité mondiale. L'automatisation de la logistique, c'est un marché de 30 milliards de dollars par an. Exotech l'a à peine grignoté selon ses cofondateurs, qui gardent en réserve plein d'idées pour avoir des machines intelligentes à tous les endroits de l'entrepôt. Voilà, impressionnant. Merci. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté d'en être arrivé là aujourd'hui. Quel âge a Exotech ? Donc Exotech a 10 ans. Et effectivement, au cours de ces 10 ans, on a passé de nombreuses étapes. Et donc là, on était arrivé à une étape où on avait beaucoup grandi. Donc à Lille, on avait 7 sites différents. Et pour travailler ensemble, c'était pas le plus pratique. Et donc là, on a eu la chance de pouvoir construire notre siège complètement à notre image, à la fois tech, où on a tout, on va dire, l'invention à l'intérieur, mais aussi industrielle, puisqu'on a nos lignes de production qui sont à l'intérieur, le tout dans une architecture qui respecte un petit peu le nord de la France. Et voilà, on l'a inauguré ce mardi. Qu'est-ce qui vous a fait partir au départ sur ce concept de chariot et pas, alors on va parler évidemment des robots humanoïdes, bon c'était peut-être un peu tôt il y a 10 ans, mais se dire tiens on va faire un chariot et pas un bras articulé, voilà, qu'est-ce qui a été le déclencheur un peu? Donc quand on fait un robot, on part du besoin de ce à quoi je veux servir. Et là, ce à quoi on veut servir en entrepôt, c'est je veux aller le plus vite possible à aller récupérer les articles, et je veux de la densité. Et donc quand on veut de la densité, on va vouloir, souvent c'est 14 mètres sous plafond. Donc on a des robots qui montent jusqu'à 14 mètres, et là on cherche quelle est la meilleure forme, et on en parlera par rapport aux humanoïdes. Un humanoïde n'est pas très habile à monter jusqu'à 14 mètres de haut. À l'inverse, si j'arrive à faire quelque chose de très dense avec des crémaillères qui vont pouvoir à la fois avancer et monter, là j'ai quelque chose de minimaliste, et donc le plus simple, le plus robuste possible en termes de hardware, et qui fera la mission le plus rapidement possible. Donc je dirais qu'on a résolu l'équation dans l'autre sens en partant de qu'est-ce que je veux faire, et donc quel est le bon hardware à mettre. Aujourd'hui, si je suis un logisticien, lorsque je veux m'équiper des robots Exotech, ça prend beaucoup de temps. Enfin voilà, si je veux 100 robots, voilà, est-ce que je suis parti sur un projet sur 2 ans, ou alors est-ce qu'en quelques mois, un peu de programmation et puis voilà, tout peut commencer à se mettre en place. Ce qui est important, c'est qu'en vrai, on n'est pas, du point de vue de nos clients, des vendeurs de robots. On est des vendeurs d'entrepôts. D'accord. Donc on a un client qui va avoir un entrepôt. Alors ça peut être un entrepôt existant ou un nouvel entrepôt à équiper, et on va fournir toute la chaîne allant de la réception des marchandises jusqu'à l'expédition. D'accord. Et au milieu, il y aura des robots. Mais c'est ce que vous voyez sur les images, c'est des robots intégrés dans un système complet. Du coup, pour faire un entrepôt complet, je dirais que si on est sur quelque chose de simple et rapide, ça va être de l'ordre de 6 mois, entre le moment où vous signez et le moment où, ça y est, ça commence à produire. Un entrepôt plus grand, ça va être 12 mois. D'accord. Et vous en avez combien aujourd'hui d'entrepôts ? Vous en avez créé combien ? Donc au total, c'est 200 entrepôts qui tournent avec nos systèmes partout dans le monde, et 14 000 robots, et avec énormément de variabilité. Donc des entrepôts tout petits comme un drive, énormément de flux mais tout petits, jusqu'à des entrepôts géants comme ceux par exemple pour Uniqlo au Japon. Et alors, vous faites toujours le même type de machine, ou est-ce que, par exemple, je suis un client qui vous demande des spécificités, on va dire des choses un petit peu plus précises, vous pouvez vous adapter ? Donc on va s'adapter au niveau de l'entrepôt. Le robot lui-même, celui qui navigue, va être le même. Par contre, il ne prend pas toujours le même type de bac, de plateau. On a des bras robotisés qui prennent les articles à l'intérieur. On a de la vision, on a des convoyeurs. Donc chaque entrepôt est en fait unique, spécialisé pour un besoin logistique, même si ça s'appuie au milieu sur un robot qui est standardisé, ce qui est important pour le rendre robuste et au bon prix. Alors, justement, sur quoi vous travaillez beaucoup? Parce que j'imagine il faut qu'ils durent longtemps, il faut qu'ils aient leur propre autonomie, autonomie de locomotion, autonomie aussi énergétique. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'ils savent eux-mêmes, tiens, à un moment, il faut que je rentre à ma base, me recharger? Comment ça se passe? Donc il va y avoir, d'abord on commence par de la mécanique, la capacité à grimper, la capacité à se déplacer. Ensuite on va rajouter électronique et énergie, donc des cartes qui vont permettre de piloter, de comprendre le monde, donc avec de la vision, des capteurs et une batterie.
Et ensuite, on va commencer les couches software. Donc la première couche software, c'est celle qui est embarquée, celle qui va donner l'autonomie au robot. Et la deuxième, qui est peut-être encore plus difficile, et on pourra en parler, parce que dans le cas des humanoïdes, je pense qu'on n'a pas encore été là, c'est sur la flotte de robots. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est pas un robot qui est utile, c'est l'interaction de tous les robots ensemble qui doivent faire la mission. Jérôme, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de voir les cousins de Miroka et Miroki finalement, ou est-ce que ça vous paraît être un autre monde finalement par rapport à ce que vous faites? Il y a des choses qui se ressemblent, mais je pense qu'une des différences, c'est que vous travaillez en greenfield, c'est-à-dire vous partez d'un environnement que vous maîtrisez complètement, l'entrepôt en l'occurrence, à l'intérieur duquel il va y avoir des robots qui vont évoluer selon des schémas qui sont donnés et qui sont déterministes. La grosse différence, c'est que nous, on essaie de faire un tout petit peu ça. Donc un petit peu de logistique avec des paniers, des chariots, des objets qu'on connaît, mais dans des environnements où il y a une grosse variable, et cette grosse variable, c'est les gens. C'est les gens qui ont peur, c'est les gens qui sont contents, c'est les gens qui déplacent, c'est les gens qui changent d'avis, c'est les gens qui ont des émotions. Et donc on est obligé de prendre ça en compte dans le design de la machine en elle-même, mais aussi dans les objets, dans la nature de ce qu'on fait, dans le service, la manière dont on le rend. On appelle ça du brownfield, c'est-à-dire qu'en fait, l'environnement, l'étage de l'hôpital, il préexiste au déploiement du robot, on ne peut pas le changer, et il faut trouver une façon de s'adapter à l'environnement. C'est pour ça que les algos de type modèle génératif sont vraiment appropriés dans notre cas. Alors j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe et comment les médias interprètent aujourd'hui la robotique. C'est vrai que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est inondé de vidéos toutes plus bluffantes que les autres, de figure.ai, avec un robot qui va plier du linge, qui va repasser votre chemise, qui va vider le lave-vaisselle. Ah, le rêve. Qui va le remplir. Encore plus le rêve. Alors, il est un peu lent, etc. Parfois, il est un peu maladroit, mais on se dit, mais on touche du doigt, en fait, une vraie révolution. Mais la question qu'on se pose avec Fred souvent, c'est qu'on est quand même assez méfiant. On se dit, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est la réalité? Ou est-ce que finalement, on n'est pas si loin d'arriver à un truc, un robot majordome qui pourra arriver à la maison? Peut-être Jérôme et après Renaud. Alors, déjà, je pense que la perspective, elle est fabuleuse. D'imaginer qu'une machine puisse s'adapter justement à un environnement humain, que quelle que soit la cuisine, quel que soit l'environnement, qu'il soit capable de comprendre automatiquement que dans les tiroirs plutôt en haut, il y ait des couteaux et que c'est là qu'il doit le ranger. Que la machine à laver la vaisselle est là. Et qu'elle est cachée. Voilà, et puis que le bouton il ressemble à ça, et que c'est ce modèle-là, on va retrouver la notice, on va pouvoir réaliser l'opération qu'il faut. En fait, on sent qu'il n'y a rien d'impossible compte tenu des technologies qu'on a aujourd'hui. Il y a quelque chose d'un peu balistique dans cette trajectoire-là. Oui, parce que les LLM, finalement, ont les modes d'emploi de toutes les machines à laver, ont les modèles et photos de toutes les machines à laver. On se dit finalement... Voilà, il suffit d'implémenter tout ça. Et voilà, c'est ça, mais il y a quelque chose de balistique. La question, c'est combien de temps il va falloir pour que ce soit suffisamment robuste, pour que ce soit vraiment déployable chez nous. Et je pense que c'est là où arrive une mauvaise nouvelle. C'est que pour moi, même si le potentiel il est absolument faramineux, et il faut s'en occuper, parce que des machines comme ça, quand ça va arriver dans notre quotidien, ça va scaler très très vite, et ça va avoir un impact sur notre structure de société. Et donc des conséquences sur le travail des gens, sur la manière dont on s'organise. Et si on déploie des robots qui sont non européens dans un univers européen, on en reparlera tout à l'heure parce que l'Europe est vraiment une cible de choix, eh bien, ça aura une conséquence phénoménale. Ceci dit, la perspective de ce genre de machine à quelques années, c'est un peu illusoire pour tout un tas de raisons. Déjà des raisons d'acceptation, des raisons de robustesse, des raisons de sécurité, parce que quand même, c'est des machines qui sont assez lourdes, qui peuvent tomber, on en voit régulièrement tomber, en plus elles sont très coupleuses, et puis la machine elle-même est dangereuse, mais la charge est dangereuse. Une bouilloire d'eau à 100 degrés, des produits chimiques, des médicaments, tout ça, il y a tout un registre sécurité autour de ça qui va en ralentir le déploiement, sans même parler des modèles qu'il va falloir faire. On a un certain nombre de modèles et une certaine performance, mais de temps en temps, ChatGPT se trompe quand vous l'utilisez, et c'est pas bien grave parce que c'est du texte ou une image. Mais quand là, il se trompe, la conséquence... S'il confond une assiette et un couteau, ça va être un problème quand même. Donc pour moi, les échéances qu'il faut regarder, c'est 10-15 ans à peu près. Et il faudrait carrément avoir une espèce de certification, non, une espèce de tampon d'aptitude à rentrer dans une maison, parce que
tous les garde-fous ont été mis en place, il y a des systèmes de sécurité qui font que... Enfin, je veux dire, quand on commence à réfléchir à tout ça, on n'y est pas encore. Ah non, on n'y est pas encore. C'est ce que vous dites. Et il y a des directives qu'on doit suivre en Europe en particulier. Il y a bien sûr CE, mais il y a d'autres directives comme la directive machine qui impose d'avoir un bouton d'arrêt d'urgence très visible et actionnable à tout instant et où tout circuit électronique doit être coupé à partir du moment où c'est pressé. Et ce qui se passe là, si jamais ce bouton qui n'est pas visible visiblement sur le robot qu'on voit à l'image, si jamais il est pressé, bien, le robot va s'effondrer avec sa charge et avec tous les risques qui sont attention associés. à tout ça. Juste une chose après, Fred. Est-ce que ces vidéos qu'on est en train... Si vous êtes avec nous à la télé, on voit ce fameux robot Figure.ai qui est en train de ranger un ordinateur, qui est en train de mettre des chaussettes dans un bac à linge, etc. Enfin, le rêve. Est-ce que tout ça, c'est vrai ou pas, à votre avis? Alors, je peux peut-être répondre. Moi, ce que je vois quand on fait de la R&D sur un robot, c'est qu'il y a déjà un travail énorme pour arriver jusqu'à la capacité à faire une démo, une vidéo. Et je pense que cette vidéo est vraie. Donc au sens où on a pu la tourner. Mais pour pouvoir faire une vidéo, il suffit que ça marche une fois. Dans les bonnes conditions, on voit que l'image, elle est coupée de temps en temps, etc. Après, quand on veut, on va dire que ça marche 100 fois d'affilée. Ça, c'est à peu près le niveau où je pourrais aller sur un salon et faire des démos. Là, il y a encore énormément de boulot. Après, 100 fois, c'est pas assez pour la vie courante. Il va falloir qu'on arrive à 1000 fois, à 10 000 fois, etc. Nous, un robot Exotech, c'est 50 000 missions par an. Donc, il y a encore, je pense, des pas énormes à passer. Donc, en ça, je suis complètement d'accord. À la fois, je suis bluffé de ce qui a été fait les 5-10 dernières années. Il y a des progrès comme il n'y avait jamais eu auparavant. Ça fait longtemps qu'on avait des petits robots, mais je dirais vraiment qui avaient du mal à percevoir leur environnement et du mal à être habiles. Là, on a réussi à faire une avancée phénoménale. Pour autant, je pense que ce qui reste à faire avant de pouvoir être dans une usine ou dans une maison, c'est encore des avancées phénoménales. Donc, il reste du temps à parcourir. Mais en gros, les plusieurs aspects, alors, je parle un peu des robots humanoïdes, mais c'est donc la première chose, c'est la mobilité, la locomotion. Savoir. Le deuxième, c'est l'équilibre, hein, parce que en plus, pour Miroca, ils sont sur des roues, sur un plateau, voilà, donc il y a un équilibre qui est plus facile quand on est en robot humanoïde. Alors nous, c'est facile avec nos jambes, mais ça met en place tout un tas de systèmes. Il y a la coordination, enfin la dextérité. Moi, c'est ça qui m'a impressionné là au dernier CES, c'est la façon dont ça y est, les robots apprennent. Ouais. Mais alors, ce que m'a dit Renaud tout à l'heure hors micro, c'est intéressant, c'est que les robots, moi je pensais qu'ils pouvaient faire ça 1000 fois, attraper un verre. Non, au bout d'un moment, il peut s'user. Donc peut-être que la 1000e fois, le verre, il va l'éclater aussi. Donc, alors que nous, on a cette perception du robot, on lui demande de faire ça 1000 fois, mais c'est vrai qu'il y a de la mécanique derrière. Donc, et puis, le cristal. Quoi, voilà. Et puis, la dernière, maintenant, ça y est, on commence à leur introduire de l'IA pour les rendre plus intelligents. C'est un peu ça, les différents, comment dirais-je, les différents aspects du robot auxquels on... Pour moi, dans la robotique, c'est le mariage élégant de hardware, donc tout ce qui est, on va dire, autour de la mécanique, du réel et du software. Et autant sur le champ du software, il y a eu des progrès phénoménaux avec la capacité, on va dire, à prendre des décisions au niveau, vous avez parlé des LLM, et la capacité à faire ce qu'on appelle du contrôle de mouvement très fin, avec plusieurs techniques, allant des modèles mathématiques jusqu'à du reinforcement learning, etc. Donc je pense que le software a énormément progressé. Reinforcement learning, il apprend en regardant... des vidéos en regardant un humain. Non, c'est pas en regardant, c'est en faisant. Donc ça va être dans un monde virtuel la plupart du temps. Donc on le met dans un monde en simulation et il va faire un geste jusqu'à ce que déjà dans le monde simulé ça se mette à marcher. Là, il y a des vidéos très amusantes que vous pouvez regarder sur un robot en reinforcement learning qui apprend à marcher. Au début, il fait n'importe quoi, il bouge dans tous les sens jusqu'au moment où il croit que ça commence à marcher, puis il commence à faire le kangourou, puis à se rendre compte qu'un pied puis l'autre ça marche. Et on retrouve en plus dans cet apprentissage des choses que font les enfants qui sautillent ou des choses comme ça, jusqu'à arriver sur au final une marche qui ressemble de celle de l'humain. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui minimise l'énergie consommée. Donc le corps s'est adapté en disant si je bouge comme ça sans bouger mes hanches, j'aurai pas de variation de mon centre de gravité et donc je vais consommer moins d'énergie. Et à force d'apprentissage, le modèle va s'en rendre compte dans un environnement en simulation et ensuite pourra le porter dans le réel. Donc ça c'est la partie software. Le deuxième bout c'est la partie hardware où là il y a eu des progrès, mais je pense qu'il y a un peu moins de magie dans les dernières années, où quand il faut mettre des capteurs, quand il faut mettre du métal, quand il faut mettre des chaînes à câbles comme les tendons des doigts, etc., on peut faire des choses, mais faire des choses qui vont pouvoir enchaîner des milliers de mouvements sans s'user, bah là, ça reste encore très, très difficile. Et là, il y a encore énormément de chemin à parcourir. Et c'est là où... parce que le CES reste pour l'instant l'endroit où on a vu plein d'entreprises, mais justement, on voit des entreprises... Alors, quelqu'un qui fait un robot humanoïde, en fait, il ne fait pas tout. Parce que la dextérité, ça demande... J'en ai vu qui faisaient juste des mains avec les poignets, avec des caméras sur les poignets, des capteurs, et ensuite ils l'adaptent sur des robots humanoïdes. Mais c'est un signe de maturité. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on voyait des gens comme le CNRS, etc., où on avait une équipe de recherche qui essayait de faire tout un humanoïde. Et c'est à peu près impossible. C'est-à-dire que chaque chose doit être parfaite. Donc faire un doigt, c'est extrêmement difficile. Sur le doigt, faire le petit bout là, avec la pulpe qui permet de sentir, c'est extrêmement difficile. Et je pense que ça, c'est un signe de maturité. C'est qu'on voit maintenant des startups qui ne font pas un humanoïde, mais qui vont faire le bon morceau d'humanoïde. Les yeux, le doigt, etc. Après, juste, si vous êtes avec nous à la télé, on va vous diffuser un extrait d'une petite vidéo de notre confrère Anthony Morel, qui était au CES de Las Vegas, et qui s'est fait un petit match de boxe
avec un robot boxeur. Et vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est réaliste. C'est-à-dire qu'on a une dextérité, voilà, donc ce petit robot qui est beaucoup plus petit qu'Anthony, et qui a son petit Son caractère. son petit caractère, etc. Alors bon, c'est pas parfait parce qu'à un moment il boxe alors un homme invisible visiblement, mais c'est impressionnant. Jérôme, ça c'est compliqué à faire. Alors là, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que derrière, dans le public, il y a quelqu'un qui a les mains dans le dos et qui a une télécommande et qui est active. Oui, bien le sûr. robot, il n'est pas autonome. Oui. En fait, c'est comme une voiture télécommandée, c'est un robot télécommandé. C'est comme un drone, quoi, si vous voulez. Vous avez une télécommande et puis on va appuyer sur le bon bouton. Et là, visiblement, c'est échoué. Et quand on va appuyer sur le bouton, ça va déclencher une séquence qui a été apprise en reinforcement learning que le robot va exécuter. Et l'exécution est plutôt propre, compte tenu de l'équilibre, la dynamique de la plateforme, c'est propre. Mais si vous regardez aussi, ce robot-là, très souvent, déjà, il n'a pas de visage. Et pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, il y a une couche quand même qui est importante, la compréhension de la parole, la compréhension de l'environnement, tout ce qui est interaction, la prise en compte des humains qui sont autour. Celui-là ne le fait pas. Et d'ailleurs, le casque qu'il a lui occulte probablement la caméra. Et les gants cachent des mains qui n'existent pas. Donc cette plateforme est limitée dans ce qu'elle va être capable de faire. Alors c'est sûr, c'est hyper impressionnant de voir un robot capable de faire de kung-fu. Et surtout, ça réveille un instinct un peu grégaire chez nous tous, où on se dit, non, si les machines elles sont capables de faire ça, et qu'on est capable d'en produire autant qu'on produit des drones qu'on envoie en Ukraine, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Alors ça agite les gouvernements, ça réveille des industries, et voilà. Donc c'est beaucoup utilisé comme ça, je crois. Alors, c'est du soft power. Et c'est pas la philosophie d'Enchanted Tools. Ah, pas du tout, non. C'est tout le contraire. Qu'est-ce que sont capables de faire aujourd'hui Miroca et Miroki, Jérôme? Oui, alors la fonction des robots, elle est décomposée sur 3 grandes fonctions. L'une d'entre elles, c'est l'interaction sociale, donc voir les gens, leur parler, comprendre. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont timides? Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? Donc là, il y a des capteurs qui vont analyser en fait le visage des gens. Bien sûr, il y a une caméra 3D, RGBD et infrarouge sur la tête du robot. Il va pouvoir comprendre l'environnement, donc il va analyser les modèles, le font les VLM. Donc vision, sont capables de comprendre une situation. Cela, c'est le tout premier prototype. Et il va être capable de se dire, tiens, on est sur un plateau télé, il y a 3 personnes, on est en train de parler de ça. Et il va pouvoir se le dire et utiliser cette information pour synthétiser un texte qui sera ensuite interprété en comportement multimodal. Donc ça, c'est l'interaction sociale. Le deuxième niveau, c'est le déplacement social. On appelle ça la navigation sociale. Donc, c'est être capable de se déplacer dans un environnement, quitte à être chopé par une infirmière qui va le déplacer alors qu'il était en train de satisfaire un objectif, de manière complètement compliante. Faut se laisser faire, faut pas être dangereux, faut accompagner, faut peut-être même comprendre qu'on a un nouvel objectif. Et puis, et le tout dans un environnement humain, donc avec des obstacles dynamiques en permanence et qui sont parfois des enfants et dont il faut faire particulièrement attention. Et le dernier niveau, c'est le grasping. Et là, encore une fois, le grasping, c'est un grasping social, c'est-à-dire être capable de prendre un objet qui nous a été tendu, un objet qui est posé sur une table mais déplacé en même temps, et de faire en sorte que les gens comprennent aussi comment l'utiliser. Vous voyez, l'un des problèmes qu'on voit avec les grands robots humanoïdes qui sont ultra fantasmagorique, c'est qu'on pense qu'on va avoir des esclaves à la maison, je choisis mon terme, des esclaves à la maison, souvent sans visage, ou ça pose quand même des questions philosophiques qu'on a intérêt de se poser, je crois. Désincarnés, finalement. Désincarnés, ouais, très masculins, très forts, très rapides. Enfin, il y a une vision très ingénieure de la robotique humanoïde qui pose des questions, je trouve, assez profondes. Et nous, ce qu'on a voulu faire, justement, c'est de bien définir ce que le robot il est capable de faire et pas capable de faire. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de l'humanoïde, quand il prend une assiette comme ça, s'il a un success rate de 95%, on sait tous, les ingénieurs, que c'est énorme comme success rate. C'est rare les algorithmes qui sont capables d'atteindre de telles performances. Mais quand vous comptez en termes d'assiettes, ça veut dire que 5 assiettes sur 100 vont être cassées. Et ça, c'est un problème. D'un coup, on se dit que c'est inacceptable. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, ça doit se compter en dizaines de milliers, en centaines de milliers d'itérations sans aucun problème. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Miroca et Miroki, c'est créer, en anglais, on dit boundaries of AI, c'est des limites claires. Voilà ce qu'il peut prendre, et ça, il le prend bien. Et tout le reste, il ne peut pas le faire. Tout ce qui est apprentissage, est-ce qu'on peut faire l'analogie avec les véhicules autonomes
qui, on comprenne les Texas, les Waymo, etc., apprennent en roulant, finalement. Et de par toutes les situations qu'elles vont vivre, vont emmagasiner de la data, qui fait que quand cette situation arrivera pour la prochaine fois, elles sauront comment réagir. Alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ces robots ? Oui, on peut, mais un environnement urbain, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est considéré comme étant semi-structuré. C'est-à-dire, il y a un code, il y a des lignes, il y a des feux rouges, il y a des panneaux, et tout ça, ça donne des indications qui indiquent au véhicule la manière dont il doit se comporter. Un robot humanoïde, il va être projeté dans un environnement non structuré. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Il n'y a plus de code, il n'y a plus de code de la route, quoi. C'est GTA. On fait ce qu'on veut. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire en réintroduisant, par exemple, des poignées avec des petits dongles Bluetooth, c'est de réintroduire une couche de semi-structuration. Et en plus, on déploie dans des hôpitaux où on connaît quand même un certain nombre de choses, la nature du sol, la taille des couloirs, le poids de la porte, la nature de l'éclairage. Et en plus, on a un environnement qui a des gens qui peuvent recevoir au moins un premier niveau de formation. Donc, un humanoïde, c'est non structuré. Un véhicule autonome, c'est dans des univers semi-structurés. Ce sera ça, c'est le jour où on réussit, Renault, à déverrouiller un peu ça, qu'il puisse agir dans son contexte, hein, c'est ça, parce qu'on sent que même la mécanique, s'il y a encore des progrès à faire, on va y arriver. Le software, ça y est, on voit à quelle vitesse ça va. L'acceptation, je pense qu'on y arrivera peu à peu. Donc c'est ça, c'est vraiment ce robot qui peut agir dans son univers, qu'il soit manufacturier ou qu'il soit domestique. Je pense que sur la partie compréhension, ça fait partie de la stack software et ça progresse. Moi, je dirais après, c'est l'intégration de tout ça pour avoir quelque chose de robuste. C'est-à-dire que, au final, quand on a un objet aussi compliqué qui intègre toutes ces couches logicielles, tous ces moteurs, etc., pour avoir la perfection, c'est le niveau le plus faible qui va donner le niveau de fiabilité de l'ensemble. Et je pense que c'est ça, c'est ces couches c'est amener à la perfection, amener au niveau suivant, multiplié par 10, à chaque fois cette fiabilité, cette longévité qui va quand même prendre du temps. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un verrou particulier. D'accord. Je pense que maintenant, chacun des éléments, il y a des proof of concept, il y a des films qui ont montré que chaque élément indépendamment, on savait les résoudre. Maintenant, intégrer tout ça pour avoir quelque chose de fiable dans le temps, il reste beaucoup de boulot. Après, ça va créer sans doute un nouveau métier de téléopérateur, parce que finalement, tous ces robots seront, surveillés, téléopérés à distance, non ? Alors, en Chine, on parlait d'apprentissage en renforcement tout à l'heure, c'est beaucoup fait en simulation. Comme les voitures, les véhicules. Oui, donc, comme on a chez nous. Donc là, c'est vrai que j'ai utilisé Waymo. Je crois qu'ils disaient qu'ils avaient à peu près un opérateur pour 25 voitures en circulation. Nous, on a beaucoup moins pour les robots parce qu'on est aussi en environnement effectivement plus structuré. Ouais. Mais donc oui, il y a effectivement de la maintenance. Et avant, on était dans l'industrie beaucoup sur la maintenance sur site. Là maintenant, comme on est sur des objets qui sont dotés de vision, on peut faire de la maintenance à distance. Là, il y a au milieu de ce qu'on a vu, les images qu'on a vues tout à l'heure d'un site Exotech, monté par Exotech, il n'y a pas d'humains. Enfin, les humains sont dans une périphérie. Ils ne peuvent pas donc à nouveau, on fait un entrepôt complet. Et dans l'entrepôt complet, il y a des humains. Donc on a des zones d'interaction avec différents types d'interactions. Souvent, il y a un côté où dans un entrepôt, entre guillemets, on ne rigole pas, on veut de la performance. Si je veux de la performance, là, on va essayer que les robots soient entre eux parce que du coup, il peut y avoir un engagement de celui qui fournit l'entrepôt en disant oui, là, je sais que je pourrais vous faire 4000 bacs par heure. Si on commence à avoir des humains au milieu, là, la promesse de performance, elle est un peu plus dure à définir. Mais par contre, il y a des zones d'interaction entre ces robots-là et les humains. Et après, il y aura d'autres zones où quand on déplace une palette, on peut déplacer une palette entre des flux humains. Nos convoyeurs vont être dans des environnements humains. On peut avoir des bras robotisés avec de la vision. Pareil, dans des environnements humains. Donc, ça va être un mix. Avec un minimum de danger pour les humains. Parce qu'effectivement, il y a, comme vous le disiez, de l'électromécanique, des choses qui roulent, qui se baladent. Tout est prévu évidemment pour que dès qu'il y a la proximité d'un humain, ça s'arrête. Donc là-dessus, il faut se ramener à du basique. Un robot, c'est avant tout une machine. Et il y a quelque chose qui s'appelle la norme machine en Europe, qui a été bien faite, qui existe depuis des années, qui a été faite pour les ascenseurs, les trains, et qui s'est adaptée au fur et à mesure des machines les plus intelligentes. Donc oui, il y a une analyse de risque à faire. Et en fonction des niveaux de gravité possibles, il y a des moyens à mettre en place. Top, on va faire une petite pause dans ce Tech & Co spécial robotique. On revient juste après ceci, toujours avec Jérôme Monceau, toujours avec Renaud Hetz et bien évidemment Frédéric Simotel. Un grand merci d'être là et à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, un débrief de la tech un peu particulier ce soir puisque nous nous concentrons sur la robotique
les enjeux, le futur, on va dire les tensions aussi géopolitiques, les performances, par exemple, des industries chinoises versus les États-Unis et l'Europe. On en parle ce soir avec nos invités, Jérôme Monceau, qui est le directeur et fondateur de Enchantil Tools, Renaud Heitz, qui est le CTO et cofondateur d'Exotech, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Alors, j'aimerais qu'on évoque maintenant les forces en puissance et le savoir-faire de chacun des continents, parce qu'on se rend compte que finalement, on revient du CES de Las Vegas, et on a été bluffé avec Fred et toute la rédaction de la présence de la Chine dans divers robots. Que ce soit les robots aspirateurs, d'ailleurs, ils ont 100% du marché aujourd'hui, et c'est de la robotique, mine de rien. Aujourd'hui, il y a des capteurs, ça analyse le sol, etc. Les robots piscines, les robots tondeuses, etc. Ils ont totalement verrouillé ce marché. Le dernier acteur qui était non chinois, c'était iRobot. Il a coulé il y a quelques semaines de cela. Il a été racheté par qui? Je vous le donne en mille, par des Chinois. Et il y a aussi, on le voyait tout à l'heure, Unitree, qui est quand même assez impressionnant avec son petit robot là, qui boxait Anthony Morel. Et puis, il y en a d'autres. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on arrive à dessiner déjà un futur de la géopolitique des robots, ou est-ce que c'est trop tôt? Quelles sont les forces et les faiblesses, en fait, de chacun de ces intervenants? Puis on parlera aussi, bien évidemment, des États-Unis et surtout de l'Europe. Comment l'Europe se comporte-t-elle dans ce milieu-là? Et surtout, a-t-on une chance d'émerger? Peut-être Renaud, pour commencer. Donc sur les robots, à nouveau, mariage élégant de hardware et software. Sur la partie hardware, les Chinois sont en train de devenir imbattables. Donc la capacité à faire des pièces mécaniques, la capacité à faire des capteurs, la capacité à faire des moteurs. Ils ont une longueur d'avance en termes de réseau, de tissu industriel, en termes de qualité et en termes de prix. Et quand on arrive vers des robots complexes, les robots humanoïdes étant les plus complexes, ça va être 40, 50, 60, 70 actionneurs à mettre. Et donc là, de par leur écosystème, ils sont très très difficiles à battre sur faire le hardware. Sur la partie software, là je dirais que c'est plutôt les États-Unis. Donc les États-Unis qui ont eu des universités à la pointe sur l'intelligence artificielle, qui ont eu vraiment des labos qui ont développé ça, qui ont Nvidia sur les puces, etc. Donc cette intelligence, ils vont l'avoir là. Donc les deux, je dirais, ont leurs forces et leurs faiblesses. Alors on peut dire l'Europe, on est au milieu, on va bénéficier de l'avantage des deux, ou alors on va être au milieu et on n'aura aucun des deux. Je pense que là c'est un vrai combat. On est, je pense, en retard sur les deux domaines. C'est pas terrible, Renaud, ce que vous dites. Je pense que non, mais c'est réaliste. Avant ta question, peut-être, Jérôme, ton point de vue. Oui, je pense qu'en plus de ce que tu dis, il y a la dimension usage, c'est-à-dire pourquoi on fait ces robots, comment ils s'intègrent dans le quotidien, comment ils s'intègrent dans le quotidien de gens qui ne sont pas des experts de la robotique. Là-dessus, je pense que les Américains ont une avance historique déjà sur tout ce qui est expérience utilisateur. C'est quelque chose qu'ils savent vraiment prendre en compte et qui est complètement, je trouve, inabordé ou en tout cas pas dans un sens usage final du côté de la Chine. Et puis, ce qu'on voit aussi, et tu as raison, tout ce qui est supply chain, aujourd'hui, nous, on a plus de 10% de pièces qui viennent de Chine, et on ne saurait pas faire autrement. Mais on sait aussi qu'il y a une géopolitique qui évolue. On sait qu'un robot 100% chinois, il va avoir du mal à rentrer sur le territoire américain. Va-t-il pouvoir rentrer en Europe? C'est une des grandes questions. Et donc, du coup, où se trouve le marché? Les robots humanoïdes, de ce que j'ai entendu des partenaires chinois, prennent sens dans des endroits où la main-d'œuvre est chère. Et il y a en Europe, la main-d'œuvre est chère. Aux États-Unis, la main-d'œuvre est chère. Mais ces robots chinois aux États-Unis, ils vont avoir du mal à rentrer. Du coup, le territoire naturel pour eux, c'est l'Europe. Bien sûr. Et donc là, en fonction de la manière dont on va se comporter, c'est-à-dire est-ce qu'on va faciliter ça, est-ce qu'on va protéger ça, eh bien, ça va ouvrir naturellement des marchés ou pas. Et c'est une question qu'il faut se poser maintenant. Parce que même si on se dit que c'est dans 5 ans ou dans 10 ans pour des robots un peu génériques, ça va quand même arriver relativement vite. Les Chinois, pour moi, ils ont une grosse capacité de production. On l'a dit, ils ont le soutien, deux soutiens, celui de leur écosystème et le soutien aussi de l'État qui avait lancé son grand programme Made in China où il y avait un gros plan. Je regardais quelques chiffres. Aujourd'hui, si on évalue 160 constructeurs au niveau mondial, il y a 60-70 qui sont chinois. Bon, pas que des robots humanoïdes, mais voilà, donc on voit
voit un peu leur présence. Il y a d'ailleurs un salon, je crois que c'est en avril tous les ans en Chine. On est impressionné par tous ces robots. C'est le 3e pays, la Chine, qui utilise le plus de robots en entreprise. C'est environ 500 robots pour 10 000 travailleurs. Donc on voit que c'est en train d'avancer. Et puis après, on a les États-Unis, bien entendu, qui a aussi leur puissance, effectivement, échelle. Il ne faut pas oublier le Japon non plus, parce qu'aujourd'hui, c'est Fanuc, je pense, le premier constructeur mondial de robots qui existe depuis pas mal d'années. Puis Il y a la Corée aussi, non? Et puis si on parle robot, on parle forcément Japon. Enfin, le Japon, c'est le côté historique là-bas. Et puis ils ont un peu comme en Chine, ils ont ce problème démographique aussi. La Corée, je parlais de la Corée parce que Boston, aujourd'hui, c'est une boîte coréenne, puisqu'elle a été rachetée par Hyundai. Voilà, donc c'est assez intéressant. Non, et le Japon, alors un peu, c'est le pays naturel de ces robots, mais qui continue. Et puis je crois qu'en plus, ils sont en train de remettre un peu. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même en perte de vitesse. Je pense qu'ils sont en retard. Je pense qu'ils ressemblent beaucoup plus à l'Europe qu'à la Chine. Mais voilà, ils essaient. Moi, je me souviens du chien Aibo de Sony qui était génial il y a 20 ans, mais depuis. Le robot Asimo, c'était le premier. Oui, mais c'est pas passé. Ils sont pas passés à l'ère. Mais ils ont ce problème démographique. Il y a un truc qu'il faut dire ici, c'est que la boîte qui a produit le plus de robots humanoïdes, elle a quand même été française. C'était Aldébaran. C'est Aldébaran. C'est 45 000 robots produits. Elle a été rachetée par des Japonais après, mais avant tout, elle a été française. Et aujourd'hui, quand on regarde le nombre de robots produits par Unitree, par exemple, en 2025, c'est 5 500. Donc on reste encore... c'est un marché qui commence. Pardon, pour finir sur le Japon. Le Japon, ils ont eu des robots fantastiques. Il y a tous les grands japonais, Mitsubishi, Fujitsu, Honda, ils ont fait des plateformes superbes, Curio de Sony, mais ils l'ont fait avant Aldébaran. Pour la plupart, à une époque où en termes d'IA, la maturation technologique, elle n'était pas là. Et pour moi, ils sont en PTSD de la robotique, là. Ils sont en trouble post-traumatique. Mais un peu comme Aldébaran à l'époque, parce que finalement, Aldébaran a été bluffant. Et je sais que vous y avez travaillé, Jérôme. Ah oui, j'étais un des cofondateurs. Voilà, vous étiez l'un des cofondateurs avec Bruno Maisonnier. Et on se rend compte que finalement, ce n'était pas encore totalement l'alignement des planètes. C'est-à-dire que vous progressiez sur... on va dire toute l'électromécanique de ce robot, etc., qui arrivait à se mouvoir tout seul, mais il manquait cette couche d'intelligence artificielle générative et cette intelligence qui n'était pas encore là, finalement. Ouais, il manquait aussi des rapports, des torques et volumes des actuateurs, avec un prix et puis avec une robustesse qui n'était pas encore tout à fait là. Donc les bras, par exemple, de Pepper n'étaient pas capables de soulever plus d'une canette de Coca. Donc c'était un peu limité. Aujourd'hui, on a de bien meilleures... densité de... C'est-à-dire que l'idée était là, comment dirais-je, l'imagination, l'ingénierie, mais la technologie n'était pas prête. Mais ce qu'on a fait qui est hyper important, c'est qu'on a structuré un écosystème en France avec des acteurs, des sous-traitants, des gens qui y pensent, des gamins, j'allais dire, des élèves qui rentrent en école d'ingénieur et qui se disent « Moi, plus tard, je ferai de la robotique humanoïde ». On a créé cette volonté-là et ça existe toujours, c'est toujours actif. Mais en tant que cofondateur d'Aldébaran, c'est bien dommage le fait de voir cette boîte disparaître et de c'est dommage. Et est-ce que Renault, les Américains, eux, ils se focalisent un peu sur deux, trois secteurs. On les voit beaucoup dans la partie logistique. On les voit, alors bien sûr, on a plein de démos aujourd'hui dans tous les sens, mais on les voit beaucoup sur l'armée. C'est un peu ça. Eux, ils se fixent peut-être 2-3 axes de développement. Quand on dit on les voit, c'est on voit leurs intentions. Oui, on voit leurs intentions, oui. Il va falloir, pour l'instant, donc en entrepôt, je vous garantis que j'ai jamais croisé un robot humanoïde, à part peut-être pour des tests ou pour faire joli. Donc, mais oui, je pense qu'on est sur un moment où il y a eu des investissements qui sont énormes dans ces boîtes d'humanoïdes, et maintenant ils doivent raconter une histoire à leurs investisseurs, si possible pas une histoire à 10 ans. Alors que je pense que la réalité, c'est que c'est plus une histoire à 10 ans. Et là, ils essayent de faire une histoire à 1 ou 2 ans, donc sur 1 ou 2 ans, ils essayent de trouver des use cases un peu plus simples. Et donc, pour trouver des use cases un peu plus simples, il y a une sorte de spécialisation par verticale. Je pense que voilà, ça reste encore à prouver qu'il y a des verticales qui soient accessibles à 2 ans, je suis pas sûr. Mais c'est l'histoire qu'ils essayent de raconter et ils ont raison, il faut. Alors, quand on récapitule un peu ce que vous avez dit, tout ce qui est électromécanique, etc., dextérité de ces robots, c'est la Chine qui est véritablement en avance sur le reste du monde. Les États-Unis, plutôt le soft. Nous, alors, quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses, messieurs ? On est prudent.
Moi, je pense qu'on a... Et surtout être réaliste. Enfin, Ouais, voilà. je pense que justement, l'une de nos forces, c'est d'être pragmatique dans l'usage. Et on n'achète pas des robots fantasmagoriques en imaginant n'importe quoi. On a aujourd'hui, la plupart de nos robots sont vendus en France. Le deuxième pays où on les vend, c'est le Japon, pour faire connexion avec ce qu'on disait. Qui est un peuple qui a une acceptation de ces technologies naturel, qui est bien plus grande. Facile, ouais. Voilà, c'est ça, par rapport à Oui, nous. Je crois qu'ils ont déjà des robots dans le domaine de la santé, pour les personnes âgées, tout ça. Ils ont des robots dans l'agriculture, ils ont des robots... Oui, mais après, qu'est-ce qui est fait vraiment à l'échelle C'est une grande question. Trouver des cas isolés ou pour des raisons, par exemple, marketing, on va trouver des robots, c'est une chose. Mais déployer avec une approche transformative de notre quotidien, ça en est une autre. En Europe, on a un vieillissement de la population, comme au Japon d'ailleurs, comme aux États-Unis, et c'est un énorme problème démographique qui est face à nous. On ne sait pas le résoudre. Et l'IA et la robotique, pour peu qu'elle peut s'exécuter dans un environnement social, est peut-être une solution. Là, on travaille avec l'ICM, qui est l'Institut de la cancérologie de Montpellier, où les robots vont être utilisés pour leur côté un peu sympa, calmant, pour que les enfants puissent rentrer dans les chambres de radiothérapie et qu'on ne soit pas obligé de les sédater pour qu'ils puissent recevoir le traitement le plus vite possible. Et là, c'est Miroki aussi. Ouais, on accompagne 11 enfants qui ont entre 4 et 16 ans. Et donc, le Miroki sont à l'intérieur du bunker et vont accueillir l'enfant dans cet espace qui peut potentiellement être traumatique et les calmer. Et ils vont rester présents pendant que les rayons sont balancés. Donc, ça veut dire que les parents ne peuvent pas être là, le personnel soignant non plus, le docteur non plus, évidemment. Donc, le robot reste à proximité, ça calme tout le monde et on arrive à faire en 7 minutes ce qui prendrait 1 heure autrement. Donc, en termes de ROI, c'est énorme. Et ça, c'est hyper pragma. Ça marche, on peut le montrer. On a une association qui s'appelle Après, APREH. Ils viennent de nous acheter 11 robots. Et donc, c'est pour des personnes en situation d'handicap. Alors, ça va être un coût pour le divertissement, un coût pour l'accompagnement, un coût pour l'information, pour l'accès à l'IA. Il y a plein de choses qui sont différentes. C'est très simple, c'est très pragma et ça a une efficacité énorme parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Donc avec ces robots, on peut changer la donne. Renaud, on voit qu'on a un vrai savoir-faire grâce à vous, grâce à Exotech, dans tout ce qui est, on va dire, automatisation, logistique, etc., etc. Comment vous vous positionnez justement par rapport à la concurrence ? Est-ce que vous avez des acteurs bien meilleurs que vous en Chine ou aux États-Unis, ou est-ce que bien moins cher. Ou moins cher aussi, ou comment vous vous positionnez humblement, bien évidemment, par rapport à ce marché. Autant je pense que donc, les humanoïdes, il y a de l'avance qui va être typiquement en Chine. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas encore de use case. Autant là, sur de la logistique, je pense que là, on est assez fiers d'avoir été leader là-dessus. Et donc, sur des robots 3D en entrepôt, donc c'est Exotech qui les a inventés et on est leader là-dessus. Donc, on a, je pense, les meilleures flottes de robots 3D mobiles au monde, ce qui montre qu'on est capable quand même en France de se différencier. Je pense qu'une chose qu'on a vraiment en France, c'est de la formation, donc des gens qui notamment ont été inspirés par Aldébaran quand ils ont fait leurs études et qui se sont passionnés là-dessus. Je pense qu'on a maintenant des filières mécatroniques, des filières robotiques, des filières intelligence artificielle qui font les meilleurs ingénieurs. Et on a ce côté effectivement pragmatique où quand on trouve la meilleure façon de le résoudre, on arrive à faire le meilleur robot du monde. Après, je pense que par rapport aux humanoïdes, actuellement, pour moi, c'est pas la meilleure solution du monde. Donc actuellement, ne pas avoir cette chaîne chez nous, c'est pas très grave. Par contre, sur du long terme, il va falloir réussir à se transformer et ça passe par à la fois de la préparation technologique, ça passe aussi par des investissements parce que pour être capable de tenir dans la durée, c'est-à-dire faire de la recherche alors que les use cases arriveront dans 10 ans, il faut trouver des chaînes de financement que la Chine et les États-Unis arrivent mieux à trouver que l'Europe. Justement, le financement, c'est capital, oui. Est-ce que vous sentez quand vous arrivez avec ces solutions robots, alors l'acceptation sociale, mais dans le sens emploi, on parlera de l'acceptation sociale de forme après, mais de dire, ben voilà, quand vous arrivez avec vos projets, les gens disent, attendez, on va commencer à en installer 100 parce que sinon, j'ai tous mes... Est-ce que ça, c'est très présent aujourd'hui ou alors on le voit comme un progrès, de toute façon, on y va et puis on réadapte les métiers, on essaie de voir un peu comment ça bouge. C'est des questions qui se posent forcément en amont. Souvent, avant que le projet commence, il va y avoir beaucoup de questions, beaucoup de doutes sur le danger, sur l'acceptation, etc. Par contre, une fois que les robots sont à l'intérieur de l'entrepôt, je pense que les gens comprennent qu'un robot, c'est avant tout un outil. Oui. Entre guillemets, le meilleur des outils, le plus malin, le plus intelligent, le plus adaptatif des outils, mais c'est un outil. Et on dit souvent un bon ouvrier a des bons outils, donc quand on est à l'intérieur d'un entrepôt, les gens ont envie de travailler avec les bons outils. Donc après, si on est à l'intérieur d'un entrepôt et qu'on dit aux gens, est-ce que vous préférez faire vos tâches comme avant ou est-ce que vous préférez travailler avec les machines Exotech,
tout le monde préfère travailler avec les machines Exotech. Et donc ensuite, les gens sont contents de travailler. Donc une fois dans le quotidien, les gens sont contents de travailler avec des robots. Et donc là, passer la vitesse supérieure, ce serait que davantage d'entreprises aillent vers... Je voyais, il y a eu un article sorti dans la Dépêche, je crois qu'il sortait que Airbus va alors, il parle de robots humanoïdes. Bon, je pense que comme tout le monde, on veut tous faire un peu son storytelling, ses annonces. Mais est-ce que l'étape à franchir, c'est que des entreprises hésitent beaucoup moins aujourd'hui à aller vers cet univers des robots? Alors, on est expert pour Exotech. Ouais, je pense que la facilité à les intégrer, donc là, on disait des projets qui vont de 6 mois à 1 an, si on arrive à faire des choses où ça va encore plus vite, sur des choses où l'investissement est encore plus faible pour avoir des retours sur investissement très rapides, etc., c'est des axes à travailler. Donc, je pense que la facilité à intégrer un entrepôt complet dans des cas qui sont très divers, parce que chaque entrepôt est unique, ça fait partie des facteurs qui vont faire que les entreprises vont les utiliser de plus en plus. Jérôme, il y a assez d'écoles pour former et susciter des vocations. On parlait tout à l'heure des vocations, justement, de certains jeunes qui ont vu l'éclosion d'Aldebaran, mais il faut entretenir tout ça. Est-ce qu'il y a assez d'écoles? Est-ce qu'il y a assez d'argent? Il y a eu pas mal d'aides concernant l'IA, le cloud, etc. Est-ce que la robotique est prise au sérieux par nos institutions, par exemple? Alors moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'au niveau de l'enseignement, en particulier dans les écoles d'ingénieurs, je suis plutôt content parce que c'est des enseignements qui sont très larges. Ça va des maths, des sensibilisations aux sciences sociales, qui sont importants évidemment dans notre cas, mais il y a des sujets de matériaux, de capteurs, de systèmes dynamiques, etc. Et où on a une population d'ingénieurs qui arrivent préparés, qui ont bien pris le sujet de l'IA aussi en compte. Donc de ce côté-là, je pense qu'on n'est pas à la traîne. Et puis historiquement, en France, on a toujours eu de très bons ingénieurs. Je pense que ça va continuer. Là où c'est Est-ce que ça va continuer? Je te coupe parce que y a quand même cette petite musique de dire qu'on forme de moins en moins de matheux et que c'est quand même les matheux qui arrivent à émerger et à devenir après des ingénieurs, on va dire. Une telle culture en maths en France que j'ai du mal à croire que ça puisse. Je sais pas, j'ai cru comprendre qu'il y avait des études qui montraient que on était de moins en moins matheux, finalement. Et puis même parfois dans les écoles, là, j'entends l'autre jour, grandes écoles, pourtant ils disaient oui, il faut qu'on forme davantage sur les personal skills, les soft skills, voilà, le savoir travailler en groupe. Et j'entendais un prof qui disait oui, un prof et même une entreprise, quelqu'un en entreprise qui vient enseigner, il a dit oui, il faut quand même qu'on ait des gens qui connaissent la tech. Hein. Donc, je suis entièrement d'accord avec les messages. Donc, je pense qu'on est bon et on reste bon, donc je ne serai pas trop alarmiste. Okay. Et oui, si j'ai un message à faire passer, c'est je pense que les maths sont à la base de l'ensemble des autres matières scientifiques et que si on veut être fort sur les autres matières, si on veut être fort sur la tech, une entreprise, avant d'avoir à gérer des équipes, je sais pas quoi, il faut déjà inventer quelque chose et inventer et le faire marcher. Donc oui, je pense que les métiers scientifiques sont super importants et que c'est les maths qui sont dessous. Et ça ne fera pas de mal d'avoir une dimension sciences sociales, ce qu'on a vu apparaître de plus en plus dans les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire des mélanges, bien sûr. Des mix entre la philosophie ou d'autres sources de connaissances et les maths et la physique et l'engineering. Ouais. Juste une question, on n'a pas parlé là. Il y a un côté qui est important quand on parle d'IA, c'est la data. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un univers où il y a besoin de beaucoup de données pour entraîner ces robots, alors que ce soit robots plus personnels avec Mirokai ou alors des robots ceux d'Exotech? Donc, il y a besoin d'énormément de data. Par contre, il y a un changement qui a eu lieu qui est énorme, c'est la capacité à créer de la data dans un monde simulé. D'accord. Parce que donc acquérir de la data dans un monde réel, c'est fatigant, c'est long, quoi. Il faut y aller, on y va. Et alors, il y avait tout ce qu'on appelait la labellisation, parce qu'une fois qu'on a des datas, il faut qu'il y ait des gens qui disent mais c'était quoi cette data? Pour que le robot, si on veut qu'il reconnaisse un chat, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui dise que c'est un chat. Alors que si on génère la data dans un monde simulé, là, on sait très bien qu'on a généré un chat, la labellisation est automatique, on peut créer des situations à l'infini, et ça change tout. Ouais, les simulateurs se sont vraiment beaucoup améliorés, et c'est en particulier bien pour les robots qui évoluent dans des cadres un peu déterminés comme les vôtres. Par contre, dans les nôtres, même si on peut utiliser des données quand même pour représenter des natures de sol, des obstacles qui bougent, etc., le comportement humain, il est extrêmement difficile à simuler, et ça, on ne coupe pas à aller récolter des données sur le terrain directement, que ce soit avec des humains réellement impliqués et qui vont être à la source de la donnée, ou avec des robots où on va récupérer massivement ces données-là pour ensuite entraîner des modèles. Et on a d'ailleurs un beau partenariat avec Google DeepMind, où on est Trusted Partner, où on va utiliser des choses comme Gemini for Robotics, et puis d'autres algos pour justement essayer de voir comment tout ça se comporte une fois projeté dans la réalité. Un mot sur le financement.
On évoque les États-Unis, crédit illimité. Enfin, je veux dire, des boîtes comme Figure.ai lèvent beaucoup d'argent. C'était plus de 600 millions, ils avaient levé avec des grands acteurs. Optimus, n'en parlons même pas. C'est dans l'entité Tesla, donc là, c'est crédit illimité. La Chine a investi beaucoup d'argent aussi et ce dont on parlait tout à l'heure et de leur excellence, c'est-à-dire tout ce qui est dextérité, électro-mobilité en fait de ces robots. Comment peut-on se battre parce qu'on ne pourra pas se battre à armes égales. On est d'accord. Pourquoi pas? On devrait. On a la première zone économique du monde. On a des super ingénieurs, on a l'Allemagne, la France en Scandinavie. C'est quand même énorme potentiellement comme sujet. Et moi, je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas, qu'on considère le sujet que d'un point de vue français ou que d'un point de vue allemand. C'est un sujet politique. Alors, moi, je fais de la tech, mais si on y arrivait à l'échelle de l'Europe, et de toute façon, en vrai, est-ce qu'on a le choix? Sans doute pas. Ouais. La France toute seule ne pourra pas combattre la Chine ou les États-Unis. Non, puis on doit déjà investir dans l'IA, dans le quantique, dans la cyber. Ça fait beaucoup de domaines. Après, je pense que quand il y a un vrai business qu'on peut mettre en place, quand il y a une vraie réalité économique, on est quand même capable de trouver des investissements européens. Donc Exotech est un exemple. On est dans un cadre de robotique où on sait comment on l'utilise, on sait faire des entrepôts, on sait vendre ces entrepôts et gagner notre argent. Et avec ça, on a été capable de lever des centaines de millions d'euros et de dollars en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Mais sur des sujets comme la robotique humanoïde, où on voit bien, donc on a une approche en France déjà qu'on porte nous, mais on voit aussi d'autres démarches en Corée, en Chine, aux États-Unis. Est-ce que si on ne se réveille pas là, dans les quelques années qui viennent, est-ce que dans 10 ans, on n'aura plus comme solution que d'acheter des robots qui ne seraient pas européens? Oui, parce que la grosse différence, Renaud, c'est que vous, ça y est, ça fonctionne, c'est mature, ça ramène de l'argent. On sait très bien que des boîtes comme Jérôme, alors, il commence à avoir un business, mais il est quand même assez embryonnaire. Il va falloir des années avant d'avoir un vrai modèle économique, finalement. Oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a encore du temps sur le chemin. Je pense qu'il reste des dizaines d'années. Là, pour l'instant, ce qui est financé, c'est plus de la recherche que vraiment de l'entreprise. C'est une sorte de recherche publique à grande échelle, à coup un petit peu de marketing financier. Donc je pense qu'on a encore du temps dans ces 10 ans-là, où je pense que les technos qui sont mis en œuvre, c'est quand même des technos qu'on sait manipuler en Europe. Donc il faut s'y mettre. Donc, mais je pense que pour moi, la bataille, elle n'est pas perdue, parce qu'on est encore sur des machines qui vont mettre du temps avant de devenir utiles. En attendant, je pense qu'il y a plein d'autres robots qu'on peut faire en Europe et qu'on fait en Europe. Même si on avait l'argent pour financer les entreprises qui travaillent sur le sujet, après, autour de ça, il y a quand même tout un écosystème de solutions. Il faut des caméras, il faut des processeurs, il faut des modèles, il faut des clouds, il faut des experts du plastique et certains types de plastique bien spécifiques. Il faut des machines pour produire des cartes électroniques à l'échelle. Avec la bill of material, c'est-à-dire le coût qui soit concurrentiel à une échelle de la planète. Ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc, autant je pense sur rattraper la machine dans l'ensemble, on y arrivera. Autant sur avoir la profondeur en termes de supply, où on a tous les fournisseurs en Europe. Là, il y a vraiment du chemin et nos fournisseurs, ils sont plutôt en train de partir. Et là, je pense que l'Europe a le devoir de protéger ces chaînes industrielles, parce que c'est les mêmes chaînes industrielles qui actuellement fournissent des voitures, fournissent des machines à laver, qui ensuite fourniront les humanoïdes derrière. Donc peut-être plutôt que d'avoir des investissements concentrés, il faut des investissements écosystémiques qui soient à la fois capables de financer la partie haute qui va utiliser tous ces composants, mais en même temps l'ensemble des fournisseurs stratégiques. Mais si on protège déjà les industries existantes, ça fera déjà un écosystème. Au final, dans un humanoïde, c'est des barres de métal, c'est des capots en plastique, c'est des caméras, des choses qui se trouvent dans une voiture un petit peu partout. Donc il faudrait déjà s'arranger pour faire que les gens qui font par exemple de l'automobile trouvent leurs fournisseurs et protègent leurs fournisseurs à l'intérieur de l'Europe. Non, mais c'est ce qu'on voit beaucoup en Chine. De toute façon, c'est comme ça. On le disait, moi, je prends toujours cet exemple. C'est une société qui s'appelle Dreamy avec un E à la fin. L'année dernière, ils faisaient des aspirateurs. Cette année, on arrive sur leur stand, sur une voiture. Et après, oui, on s'est dit pourquoi pas. Enfin, c'était assez absurde. Je viens sur parlant un petit peu des risques aussi. On va se projeter un peu dans le futur. Le côté cyber, parce que ça, évidemment, alors que ce soit piratage ou accident. Enfin, comment aujourd'hui, j'imagine, en plus dans l'univers industriel, on voit que c'est un gros sujet. On a eu plein de cyberattaques dans le monde industriel, et puis là, dans le contexte géopolitique, encore plus. Voilà, ça c'est un vrai, c'est du développement, enfin du cyber. C'est un enjeu qui est énorme. Et donc, après, c'est l'extension de la cyber normale. C'est-à-dire que plus on met du logiciel à l'intérieur des machines, plus celui-là va être attaqué, il faut les protéger. On n'est pas
sur des techniques radicalement différentes de protéger votre compte en banque. Ça va être de l'isolation, ça va être de la crypto, ça va être des choses comme ça. Ça va être aussi un peu du design system où il faut penser par couche comment on fait pour que, peut-être avant de protéger le robot, on va déjà protéger la maison. C'est-à-dire qu'un hacker ne puisse pas accéder au réseau de votre maison. S'il n'a pas accès au réseau de votre maison, il n'aura pas accès à votre robot. Donc, on va dire on est sur des techniques traditionnelles, mais par contre qui doivent être appliquées avec une rigueur et une excellence totale jusque dans le robot. Il ne faut pas considérer que le robot, parce qu'il est robot, sera moins attaqué. Il a du logiciel, il sera tout autant attaqué que le reste. Et donc, à Exotech, on a une cellule dédiée en cyber pour protéger l'ensemble des assets qu'on peut fournir à nos clients, oui. Ouais, c'est extrêmement important parce que les robots, ils ont le logiciel a la capacité de manipuler de l'information. On peut donc tricher sur l'information, récupérer des flux, les détourner, etc. Mais la robotique, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet à un hacker d'avoir un accès physique à l'environnement. Donc mettre le feu, j'ai tué un animal, j'en sais rien. Et donc le sujet des backdoors dans les robots, et il y a eu c'est peut-être à ça que vous faites référence, mais une découverte d'une backdoor dans un robot chinois vendu massivement aux États-Unis. Quand on voit ce qui est fait en temps de guerre en Ukraine ou par Israël en détournant des machines électroniques, on se demande, bon sang, toutes ces machines-là, est-ce que ça peut pas devenir une arme toutes les machines à burger se mettent à se rebeller. C'est hyper important d'avoir une sécurité qui soit non violable. Et c'est difficile à garantir. Pardon, vas-y. Non, si on se projette là, dans le futur, alors dans le manufacturier, on voit qu'on avance. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, et les bras robotisés, et les robots comme Exotech. Et puis bon, robot humanoïde, je suis d'accord, dans l'usine, ce sera un peu plus compliqué. Mais enfin, on voit que ça y est, ça part. Dans le domaine plus personnel, quand est-ce qu'on peut raisonnablement se dire on aura un robot, même si quelque part on en a déjà chez nous, même là-dedans on a des robots qui tournent, mais un robot physique à la maison, un bras physique, on se projette à quoi, à 15 ans, à 10 ans? C'est la question tarte à la crème, ça. Non, mais est-ce qu'un robot à qui je rentre chez moi tout à l'heure, je lui dis tiens, prépare-moi un thé, et puis hop, il va directement au placard. Ça c'est le fantasme, c'est effectivement ce que vendent ces grands robots humanoïdes. Ça c'est plus d'une décade. Donc moi je dirais une quinzaine d'années. Par contre, des robots qui ont des périmètres plus limités, comme ce qu'on est en train de faire avec Enchanted Tools. Il ne va pas faire le café, non. Par contre, il sera au bon endroit pour récupérer la bonne information. Il aura apporté le plateau au bon endroit ou le chariot qu'il faut, de la manière qu'il faut. D'abord dans du B2B, c'est ce que je crois maintenant, parce que je pense que la population n'est pas prête encore à ce genre de machine. Pour bien trouver comment ça fonctionne, aller bien chercher les ROI, et puis ensuite arriver sur une population qui en a besoin. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas forcément besoin d'un robot, mais mes parents, là, ils ont 80 ans, baby boomers, leur besoin va augmenter. Et j'aimerais bien pouvoir les aider. Eh bien, mes machines, pour peu qu'elles soient sympas, elles peuvent réussir à faire des petites choses psychologiques ou logistiques ou de surveillance qui seraient tellement utiles. Et ça, moi, je pense que dans la décennie qui arrive, c'est-à-dire à partir de 2030, on va commencer à avoir des machines. Pas le fantasme, mais la réalité. Pas le Jarvis de Iron Man. Mais 2040, c'est envisageable. Je pense qu'en 2040, on devrait être face à un grand sujet. Renaud ? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on est à peu près sur ces ordres de grandeur. Donc, je pense qu'il ne faut pas fantasmer tout de suite. Il y a encore à nouveau des ordres de grandeur à passer. Par contre, oui, je pense qu'on est à peu près de l'ordre de la dizaine, de la vingtaine d'années. Je pense qu'il y aura aussi des notions d'argent, un peu comme au début de l'automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les robots, c'est 20 000, 30 000 $. Et puis voilà, quel est le modèle économique ? Est-ce qu'on va louer ces machines ? Est-ce que, comme une voiture qui est en leasing, est-ce qu'on va les acheter? Dès aujourd'hui, on fait du robot as a service, c'est-à-dire que la plateforme elle va être utilisée et payée au service qu'elle rend. Oui, et puis rappelons que l'objectif d'Elon Musk, c'était que Optimus coûte 20 000 $, c'est ça? Donc c'est pas accessible à toutes les bourses, à toutes les familles. Il faut bien regarder aussi, il y a deux coûts, c'est comme vous, il y a le coût, ce qu'on paie pour acquérir la machine, mais il y a le coût d'opération. Et souvent, dans la robotique, le coût d'opération est plus grand. On prenait tout à l'heure les mains, où on va trouver 12 ou 17 degrés de liberté, 17 moteurs dans la main. Dans un robot humanoïde qui va tomber, il y a un risque de casser cette main, et donc un remplacement, et donc un coût. Et le coût cumulé de l'usage est bien supérieur au coût d'acquisition. En fait, ça va créer toute une filière, en fait. Le SAV, comme on le disait, le fait de pouvoir téléopérer ces robots à distance, parce que forcément, il y aura des gens qui surveilleront un peu pour voir si tout se passe bien. Donc, voilà, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est que ça va être peut-être un massacre social, parce que ça remplacera sans doute des métiers, mais ça va en créer d'autres, obligatoirement.
Ah oui, reprenons, excusez-moi, je reviens sur le vieillissement de la population. Là, aujourd'hui, aux États-Unis, j'ai les chiffres en tête, c'est pour ça que je vous les donne, il y a plus 3 millions de personnes dans les 5 ans qui viennent qui auront plus de 65 ans. Il manque entre 2 et 3 millions de direct care workers. Et en plus, ceux qui sont déjà en poste, on est en train de les virer parce que la plupart du temps, c'est des Mexicains ou il y a un tiers d'entre eux, c'est des immigrés. Et donc, ils sont en train d'abaisser la population des direct care workers, là où la population des personnes âgées est en train de doubler. Il va se passer un gros problème. Et en France, on a le même genre de problème. On a des EHPAD qui sont saturés, on n'en a pas assez. Comment on vient... La question, c'est pas de piquer des emplois, la question, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire le service, plutôt. Oui, parce que c'est considéré comme des jobs à faible valeur ajoutée, alors qu'ils sont avec des turnovers incroyables. J'entends parler de 80% de turnover. Ça veut dire que tous les gens, l'équipe a changé à hauteur de 80%. C'est énorme. Dingue. Renaud, pour terminer. Moi, j'ai juste une petite dernière question à Renaud. Justement, quand on a cette idée autour de Exotech, est-ce qu'on se dit, bon, il faut déjà que ça marche et poursuivre dans le monde entrepôt, mais on se dit, tiens, tout ce qu'on est en train de développer, ça pourrait servir à autre chose. On parle de conduite autonome. Est-ce qu'un jour, vous dites, tiens, dans 10 ans, Exotech pourrait fabriquer un véhicule autonome Je pense que pour nous, l'entrepôt, c'est le cœur, mais du coup, on peut naturellement, on va dire, déborder déjà dans l'entrepôt, comme on l'a fait, des robots jusqu'à la porte d'entrée, la porte de sortie. Après, on peut imaginer en amont de l'entrepôt ou derrière l'entrepôt sur de la livraison automatique. Vous êtes déjà dans cette vision-là quand même. Il peut y avoir des idées, on verra en temps et en heure. On va déjà bien faire l'entrepôt et ça va être important. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau Tech & Co, de nous donner votre vision de la robotique. C'est passionnant. Il y a tellement de choses à raconter et puis ça avance très vite. Je suis sûr que si on refait cette émission dans 6 mois ou dans 1 an, voilà, on n'aura pas tout à fait les mêmes propos. Ouais. Merci beaucoup. Merci à Renaud Heitz, donc CTO et fondateur d'Exotech, et Jérôme Monceau, directeur et fondateur de Enchanted Tools. Et merci Frédéric, bien évidemment. On se retrouvera demain. On sera à Cannes demain. On sera à Cannes demain pour parler IA. Oui, avec un grand rendez-vous qui ouvre ses portes demain et qui s'appelle le World AI Cannes Festival. On y sera un peu toute la crème de l'IA. Peut-être que vous allez faire un petit tour là-bas, je sais pas, non, vous êtes... Alors moi non, mais peut-être les équipes. Peut-être les équipes, voilà. Et on vous réserve 2 émissions de Tech & Co Business aussi, réalisées depuis Cannes. Vous restez avec nous, c'est pas terminé, on a encore une demi-heure pour parler robotique avec nos invités, Quantum Surgical, et puis on parlera aussi du CNRS, qui est très actif dans le domaine de la robotique. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, dernière partie de ce Tech & Co, la quotidienne, ce mercredi soir. Tout à l'heure, je recevrai Véronique Ribière, qui est responsable de la filière industrie du futur au CNRS. Le CNRS qui vient d'ouvrir un programme ambitieux de recherche robotique qui a été lancé il y a quelques jours. Véronique Ribière viendra nous parler de tout cela. Mais auparavant, j'accueille Bertin Naoum. Bonsoir Bertin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur de Quantum Surgical. On s'est déjà vu sur le plateau de Tech & Co. Absolument. Parce que on trouve votre activité fascinante. En fait, vous êtes là pour allier robotique, imagerie, pour soigner les gens. Et voilà, quelle mission plus noble que celle-là. Absolument. C'est compliqué. Vous avez été créé en 2017, vous avez des bureaux à Montpellier et aussi aux États-Unis, à Miami. Et j'aimerais qu'on fasse un point un petit peu déjà de votre métier, de votre job, de Quantum Surgical, et puis d'expliquer voilà, votre actualité et puis comment vous imaginez le futur de la médecine dans le monde de la robotique. Peut-être un mot pour débuter sur voilà, ce qu'est Quantum Surgical. Alors Quantum Surgical, c'est une société qui est basée à Montpellier, dans le sud de la France, comme vous l'avez dit. On a également donc des bureaux et des équipes aux États-Unis, à Miami. Et donc notre métier, c'est tout simplement de développer des solutions qui mettent en œuvre de la robotique pour permettre à des patients de bénéficier de traitements dits mini-invasifs pour des patients qui souffrent notamment donc de tumeurs abdominales. Donc on est dans le domaine de l'oncologie et notre métier, c'est de proposer des solutions qui vont permettre à plus de patients de bénéficier de très hauts niveaux de qualité de soins. Et alors, vous palliez à quoi là ? C'est-à-dire que sans votre technologie, qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive pas à opérer ces gens-là, on les opère moins bien, comme ça sera beaucoup plus invasif, il y aura des dégâts, on va dire, qui seront plus importants et les personnes mettront plus de temps, enfin la convalescence va durer plus longtemps. Quelle est votre valeur ajoutée dans ce type d'opération ? Le bénéfice que la robotique médicale a été en mesure de démontrer depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est capacité à démocratiser. Qu'est-ce qu'on entend par démocratiser ? C'est permettre à plus de patients de bénéficier de niveaux de soins qui
précédemment était offert uniquement aux patients qui avaient la chance d'être traités par les meilleurs praticiens. En l'occurrence, dans notre domaine, dans le domaine de l'oncologie, et notamment dans les tumeurs abdominales, il y a un traitement, c'est pas nous qui l'avons inventé, qui existe depuis très longtemps, depuis quelques décennies, qui s'appelle l'ablation percutanée. C'est un traitement mini-invasif qui est une alternative à la chirurgie et qui permet donc de traiter le patient de façon très efficace, parfois même en mode ambulatoire. Le problème, c'est qu'il y a moins... Excusez-moi, comment ça marche? C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le patient, on fait 2 petits trous. Voilà, absolument. Et on vient brûler, donc il y a des espèces de tiges qui rentrent dans le C'est une aiguille. domaine. C'est une aiguille, en fait, qu'on va venir planter donc, dans la tumeur. Et cette aiguille va délivrer une forme d'énergie qui va nécroser donc, la tumeur. Ce traitement est très efficace. Il peut être pratiqué, y compris en ambulatoire. C'est-à-dire que le patient rentre le matin et le soir, il rentre chez lui, sa tumeur a disparu. Néanmoins, on estime qu'il y a moins de 20% des patients éligibles à ce type de traitement qui en bénéficient. Pourquoi? Parce qu'il y a insuffisamment de praticiens qui ont l'expérience, le savoir-faire, la dextérité pour proposer ce type de traitement. Alors que ça fait des dizaines d'années que ça existe. C'est ça Absolument. qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on n'a pas su, le savoir de chirurgical n'a pas pu se mettre au niveau, finalement, de cette innovation technologique qui a plusieurs dizaines d'années, c'est ça? En fait, ce qui se passe, c'est que la formation, afin d'avoir un praticien qui soit suffisamment expérimenté pour pouvoir effectuer ce type de traitement de façon efficace et sûre, ça prend des années de formation. Et donc, les jeunes praticiens en particulier, ils sont obligés de s'asseoir à côté d'un praticien plus expérimenté pour, je dirais, faire leur formation et au bout de laquelle ils seront en mesure de traiter des patients eux-mêmes. C'est là que la technologie, et en particulier la robotique, rentre en compte. Et si on regarde bien, c'est ce que la technologie, d'une façon générale, est capable de faire au mieux. C'est démocratiser. Moi, l'exemple que j'aime prendre, par exemple, c'est on prend Uber. Finalement, qu'est-ce qu'a fait Uber? Il a démocratisé le métier de taximan. Grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, en l'occurrence chez nous, la robotique, on permet à un praticien moins expérimenté de pouvoir bénéficier d'une assistance qui va lui permettre de faire quelque chose qui précédemment n'était réservé qu'à un praticien beaucoup plus expérimenté. Donc c'est un chirurgien augmenté, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et comment est-il augmenté? C'est-à-dire que qu'est-ce que va faire le chirurgien? Qu'est-ce que va faire la robotique, en fait? Pour que ce chirurgien qui n'a pas les compétences dès le départ de faire cette opération puisse la faire. Alors il y a deux aspects dans le traitement. Il y a la partie planning, préparation, le diagnostic. Et là, on utilise de l'IA, puisque l'IA, c'est exactement ce qu'elle est en mesure de faire. C'est que l'IA cumule l'expérience précédente, passée, pour pouvoir faire des recommandations. Donc, exemple, IRM scanner, voilà. L'IA va analyser les clichés, tout à fait. Va dire, la tumeur est là. Absolument. L'approche segmentation. L'IA est capable de faire de la segmentation automatique, c'est-à-dire qu'en fait, à partir des images scanner par exemple, va elle-même définir la position exacte d'une tumeur, définir son contour, et puis, y compris proposer donc des possibilités, des scénarios pour traiter effectivement cette tumeur. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est ensuite la réalisation de l'acte, puisque l'acte médical chirurgical, c'est un acte artisanal qui est fait à la main. Bien sûr. Et donc, pour réduire l'aléa lié au fait que c'est un acte manuel, c'est là que le robot rentre en compte dans sa capacité à guider la main du praticien afin de faire exactement ce que le praticien a souhaité effectuer. Prenons l'analogie avec un pilote de ligne. Finalement, ce robot, c'est un peu le pilotage automatique que met en route un pilote de ligne lorsqu'il fait un long courrier. Alors, je pense qu'effectivement, l'analogie est intéressante dans la mesure où, là encore, il n'est pas question de remplacer l'opérateur. Pour la simple bonne raison que le besoin n'est pas là et que les patients ne sont pas demandeurs de ça. Technologiquement, on pourrait tout à fait imaginer un robot qui ait la capacité à réaliser un acte de bout en bout. Mais en fait, aujourd'hui, ça serait possible? Oui, bien sûr, c'est possible. C'est-à-dire que quelqu'un positionne le patient, met le robot à côté, il a analysé toute la radiographie, les scanners, les IRM, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il pourrait s'occuper tout seul, en fait, d'opérer.
techniquement, Ok, technologiquement, c'est ça serait possible. D'accord. Au même titre qu'aujourd'hui, on pourrait très bien avoir un avion de ligne qui décolle de Charles de Gaulle Tout à fait. et qui va atterrir à JFK Oui. sans aucun pilote. On est d'accord. C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, si on avait un tel avion, en fait, aucun passager, en tout cas aujourd'hui, souhaiterait monter dans un tel avion. Et de la même façon, si on avait un robot qui réalisait un acte de façon autonome de bout en bout, aujourd'hui, il y a très peu de patients qui accepteraient de se faire traiter par un robot comme ça. Alors je pousse un peu l'analogie. Le pilote de ligne, en fait, il appuie sur son bouton de pilotage automatique et, sauf aléas, météo, etc., il ne touche à rien. Là, le chirurgien, est-ce qu'il touche à quelque chose? C'est-à-dire que malgré tout, il est là pour surveiller l'opération ou est-ce qu'il est acteur de cette opération? Alors après, ça dépend de chaque approche. Dans notre cas, on estime que l'acte final, qui est l'introduction de ce qu'on appelle l'aiguille d'ablation, qui va permettre de nécroser la tumeur, cette introduction, elle est faite manuellement par le praticien. On pourrait tout à fait l'automatiser, mais en fait, il n'y a pas de réel bénéfice à le faire. Et c'est important que le praticien soit celui qui va réaliser la dernière phase du traitement. Donc, pour répondre à votre question, en fait, l'acte en bout de traitement, qui est l'introduction et la nécrose en fait, de la tumeur, est effectué manuellement par le praticien. C'est ce que fait votre robot Epion, c'est ça? Absolument. Aujourd'hui, il y en a combien des robots Epion et combien de patients ont pu bénéficier de votre technologie? Alors aujourd'hui, il y a un peu plus de 1350 patients qui ont été traités, à la fois en Europe et aux États-Unis. On est un petit peu au début de l'aventure, on a une vingtaine d'hôpitaux qui sont équipés. Oui, parce que Donc, c'est ce que j'allais vous dire, c'est beaucoup, mais c'est finalement, à l'échelle de ce type d'opération, c'est quasi rien, non? Oui, combien y a-t-il d'opérations d'ablation comme ça, de tumeurs on sait que le cancer, c'est un réel fléau. Hein. C'est effectivement des millions et des millions de patients qui effectivement sont diagnostiqués chaque année. Simplement, la médecine, d'une façon générale, n'est pas une science exacte. Elle est basée sur l'expérience. Ouais. Et donc, il faut du temps avant de démontrer et surtout convaincre les praticiens de basculer dans ce type de traitement. Moi, je fais partie un petit peu des vétérans de la robotique médicale chirurgicale. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce secteur-là. Et on voit des technologies qui sont apparues il y a une vingtaine d'années, qui à l'époque paraissaient extrêmement, on va dire, innovatrices, et qui aujourd'hui sont devenues les techniques standards, avec notamment des robots tels que le robot Da Vinci, que tout le monde connaît, et qui aujourd'hui est l'outil standard. Donc, il faut un petit peu de temps pour pouvoir effectivement généraliser ce type de traitement. Parce que au-delà de ça, il y a des conséquences sanitaires importantes. C'est-à-dire que plus il y aura de robots tels que le vôtre qui en fait pourront soigner des tumeurs, etc., plus moins il y aura de gens qui mourront en fait du cancer. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. On sait que la prévention est la meilleure arme contre le cancer. C'est ça? Tout à fait. Moi, je me rappelle avoir un échange que j'avais eu avec un très fameux professeur qui est le professeur Guy Valencien. Et il m'a dit l'objectif et l'objectif à terme, c'est de faire du cancer en fait une maladie chronique. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, grâce aux outils de diagnostic qui sont de plus en plus efficaces, qui permettent de détecter une tumeur, y compris à un stade extrêmement précoce. Grâce à l'IA notamment aussi. Grâce à l'IA notamment. Si on est capable, grâce à la robotique, de la traiter de façon extrêmement précoce également, on se rend compte qu'on peut rentrer dans une situation où en fait, des patients peuvent être tout simplement gardés un petit peu sous observation comme ça pendant des années. Dès qu'on voit quelque chose apparaître, on le traite et voilà. Votre objectif, c'est de multiplier justement le robot Epion. Vous travaillez déjà à d'autres nouvelles générations de robots? Alors, de robots Epion, oui. Mais on reste concentré sur donc l'oncologie abdominale. Notre objectif, c'est on a déjà fort à faire, donc on va pas venir s'éparpiller dans d'autres secteurs. En ce qui me concerne, j'ai eu différentes sociétés dans différents secteurs, mais là, en l'occurrence, mon objectif, c'est vraiment d'imposer cette technologie dans le domaine de l'oncologie. Et donc, notre objectif, effectivement, c'est d'arriver à un stade où notre technologie pourra être diffusée de façon beaucoup plus importante dans les hôpitaux, en France, en Europe, en Asie, dans le monde, d'une façon générale. Est-ce que moi, je suis patient, j'ai envie de me faire opérer par un robot, est-ce que je peux le demander, finalement? Oui, absolument. C'est ce qui se passe de plus en plus, d'ailleurs.
Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, je dirais que le driver... Puis les gens se renseignent aujourd'hui, absolument. avec les nouveaux médias. C'est exactement ça. Les patients d'aujourd'hui ne sont pas les patients d'il y a 20 ou 30 ans. Le patient d'aujourd'hui se renseigne, il va sur Internet, il est au courant des dernières technologies, il essaie de comprendre ce qui lui etc. arrive. Il essaie de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, on se rend compte que le driver le plus puissant pour ce type de technologie, c'est finalement le patient. On se rend compte que c'est d'ailleurs ce qui, parfois, pousse même les praticiens, qui ont tendance à être un peu conservateurs. Mais lorsque, en fait, leurs patients leur disent « Mais attendez, moi j'ai entendu qu'il y avait une technologie qui permet de faire ci, ça, comment se fait-il que ?» C'est vraiment aujourd'hui ce qui fait avancer et se développer le marché de la façon la plus rapide. Merci beaucoup Bertin Naoum, c'est passionnant tout ça. Merci d'être passé par le plateau Avec de plaisir. Tech & Co la quotidienne. Ce robot Epion, donc président et cofondateur donc de Quantum Surgical. Vous restez avec nous, on poursuit dans le domaine de la robotique avec la vision du CNRS sur ce sujet. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, parlons maintenant de cette initiative nationale concernant la robotique parce que évidemment il faut investir, il faut motiver les chercheurs, les scientifiques dans ce domaine. Et on va en parler avec Véronique Ribière qui est avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous êtes la responsable filière industrie du futur au CNRS et vous êtes, on va dire, la porte-parole de ce programme de recherche robotique qui a été lancé, mais Juste très récemment, le 3 février, au CNRS. Est-ce que vous pouvez nous en parler J'imagine que le CNRS avait déjà, on va dire, de la recherche sur la robotique. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du 3 février ? Alors, ça a annoncé le lancement officiel du programme prioritaire robotique, qui est un programme qui a été qui est financé par le plan France 2030. Oui. Donc, c'est une volonté du ministère, du gouvernement, d'accentuer et d'accélérer l'innovation robotique en s'appuyant sur les laboratoires de recherche du CNRS, mais pas que. Sur ce programme prioritaire de robotique, donc c'est le CNRS qui porte ce programme, mais il y a en tout 62 équipes de recherche qui viennent de différents laboratoires académiques qui sont mobilisés pour travailler conjointement sur différents projets qui ont été découpés avec des thématiques spécifiques. Alors, on va en parler de ces projets, de ces thématiques. Vous allez pouvoir nous donner des exemples, mais c'est un programme qui est quand même assez intéressant, doté d'un budget de 30 millions d'euros, donc issu de France 2030, sur 6 ans et demi, c'est ça ? Sur 6 ans et demi, tout à fait. Donc, c'est un programme ambitieux qui vise à proposer des travaux de recherche très en amont, en fait, pour pouvoir justement lever des verrous technologiques pour faire en sorte que la France, les industriels français et l'Europe plus largement puissent être prêts à se transformer sur de l'innovation qui va à la fois associer de la robotique hardware, comme on dit, donc des robots, des machines, mais en même temps de l'intelligence artificielle. C'est ça qui fera la différence et il faut qu'on soit pionnier en France pour pouvoir relever le défi de transformation de la robotique. En tout cas, il y a une prise de conscience qu'il ne faut pas rater le coche, le virage de la robotique. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'on est assez armé pour ça ? Alors, je pense qu'on est armé tout simplement parce qu'on a un niveau d'expertise parmi les scientifiques, les chercheurs, les enseignants-chercheurs du CNRS qui est extrêmement élevé. On a vraiment cette chance en France par rapport à d'autres pays. Et on a le potentiel aussi avec les partenaires industriels, puisque l'objectif de ce programme prioritaire, c'est bien de travailler aussi en lien avec les industriels sur les enjeux stratégiques d'innovation et de souveraineté française. C'est-à-dire qu'on vous donne des cahiers des charges, et, en gros, comment ça se passe ? On vous dit, voilà, tiens, moi je suis un industriel, je fabrique des voitures, comment le CNRS peut m'aider pour les robots de demain ? Comment ça marche en fait ? Comment vous discutez avec les industriels ? L'idée, c'est d'articuler cette discussion avec... alors, ça concerne les startups, les PME, les ETI, les grands donneurs d'ordre. Donc, on est vraiment sur un écosystème de l'ensemble des acteurs industriels. Et du côté des équipes de recherche, c'est le côté interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir les experts en robotique. Donc, on a les robots humanoïdes, les robots quadrupèdes, les drones aériens, les drones sous-marins. Il y a tout un tas de types de robots, les bras robotisés également, qui sont proposés, produits, en tout cas développés, des travaux de recherche qui sont développés au sein des laboratoires de recherche. L'idée, c'est d'être dans une discussion et un échange avec les acteurs industriels qui, eux, ont la vision marché et avec lesquels, du coup, on va pouvoir consolider des idées de travaux de recherche spécifiques. Donc, c'est vraiment un travail de partenariat. C'est ça. Donc, vous travaillez avec ces industriels, enfin, en tout cas, ça peut être une PME dans divers domaines, et vous allez, comment dirais-je,
créez cette robotique, en tout cas en partant des besoins de ces industries. Et après, qu'est-ce qui se passe en fait quand le projet arrive à une certaine maturité, quand il faut passer à l'échelle suivante, comment ça marche? Alors sur les différents passages à l'échelle, avec le programme prioritaire, on va être vraiment très en amont. Donc là, il va y avoir toutes les plateformes expérimentales du CNRS et des autres partenaires qui vont être mobilisés pour tester, éprouver et faire de la science. D'accord. Ensuite, on va passer à un niveau d'échelle un peu plus élevé où là, on va être sur de la preuve de concept. Et là, on va travailler sur des cas d'usage spécifiques qui vont être demandés par les industriels, identifiés très précisément pour pouvoir répondre et lever ces fameux verrous technologiques. Donc ça, c'est une phase supplémentaire. Et ensuite, on va être en phase de pré-industrialisation. Donc ces cycles-là, c'est des opportunités qui sont permises grâce à des collaborations de recherche. Le programme prioritaire, c'est le financement, encore une fois, France 2030, comme on l'a dit. Après, on va passer sur d'autres types de financement aussi avec du partenariat public-privé, du cofinancement. On va pouvoir monter des consortiums. Et là, on va rentrer vraiment dans des cas d'usage très spécifiques dans différents domaines d'application, que ça soit dans le domaine de l'aéronautique, domaine de la défense, domaine du spatial, mais aussi la santé, on l'a vu avec Bertin Naoum. On peut être aussi présent évidemment dans la logistique, les transports et d'autres domaines d'application comme la défense également. Donc c'est vraiment un travail de réflexion partagée. Il faut que les industriels pensent à venir nous voir en fait, parce qu'on a déjà des briques technologiques qui sont déjà très avancées, que ce soit en solution hardware, donc mécanique, ou software, logiciel ou intelligence artificielle. Quels sont déjà on va dire les secteurs sur lesquels vous travaillez? Parce que j'imagine que vous avez déjà des programmes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Alors, on a évidemment tout un domaine d'application qui est très, très varié. Les laboratoires travaillent déjà depuis des années avec les industriels. Un des derniers, je vais le citer parce que j'y ai contribué, c'est l'application dans le domaine de l'éolien offshore pour faire tout ce qui est inspection de pales d'éoliennes. Donc là, avec l'usage d'un drone aérien qui est spécialisé, qui va être marinisé en fait pour pouvoir intervenir dans un environnement qui est particulier, qui est celui du maritime. Donc avec des conditions météorologiques un petit peu complexes. D'accord. Donc là, typiquement... Il est là pourquoi? Pour regarder si les éoliennes n'ont pas de problèmes techniques, etc. Oui, si l'usure est respectée, enfin, des choses comme ça? Ça sera une modalité d'inspection spécifique qui va être permise grâce à ce drone. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de technologie robotique qui existait pour faire ça. C'était des bateaux, des hélicoptères, des hommes qui allaient sur place pour vérifier. On peut imaginer que les drones gagnent, enfin le gain que pourraient apporter ces drones. Exactement. Donc on est vraiment sur des technologies disruptives. Donc dès qu'on arrive sur des phases un peu plus avancées de niveau de maturité, c'est là où les équipes de recherche, encore une fois, il y a plusieurs disciplines. Il y a la robotique, on l'a dit, il y a l'IA, mais il y a aussi tout ce qui est cybersécurité. Il y a aussi les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire tous les enjeux d'acceptabilité selon les environnements dans lesquels ces robots évoluent. Il y a un très beau robot quadrupède aussi qui est développé dans un laboratoire à Toulouse. Mais l'ensemble de ces laboratoires font des cas d'usage très spécifiques pour différents domaines d'activité. Donc on a des projets pour la robotique sous-marine aussi, pour faire de l'inspection aussi des structures. Donc là, je reste dans le domaine maritime. Donc c'est quoi? C'est comme des petits sous-marins autonomes, c'est ça? C'est ça, c'est des rovers sous-marins, des rovers sous-marins qui peuvent naviguer, qui peuvent être téléopérés et avec différents capteurs, vont pouvoir collecter de la donnée. Dans le domaine de la construction aussi, du bâtiment, il y a des solutions qui vont faciliter, pour les artisans en tout cas, c'est pour faciliter aussi leur travail au quotidien. Oui, et enlever peut-être de la pénibilité, parce qu'on sait que ce sont des métiers qui usent beaucoup. Alors exactement, il y a tout ce qui est pénibilité au travail, donc là ça va être des bras robotisés qui vont pouvoir permettre de faire en l'occurrence potentiellement de l'isolation par l'extérieur, enfin des choses comme ça. Il y a tout un ensemble de technologies qui peuvent être appliquées. Est-ce que vous travaillez avec des startups aussi? Oui, tout à fait. Alors, les exemples que je viens de vous citer, ce sont avec des startups et des montages de consortiums où il y a aussi donc, des ETI, des PME et un end-user, comme on dit, donc un utilisateur final qui, lui, va exploiter l'information et la donnée qui va être produite. D'accord. On parle énormément de robots humanoïdes quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou même en Chine. Est-ce que c'est un défi important pour le CNRS d'être
on va dire, au cœur de cette technologie des robots humanoïdes? Alors, concernant les robots humanoïdes, ça fait écho un petit peu aussi aux différents projets du programme prioritaire de recherche. Il va falloir les aider à évoluer dans un environnement qui, comme on dit, non structuré, c'est-à-dire incertain. Aujourd'hui, les robots, globalement, ils sont dans des cages parce qu'on les sécurise pour pas qu'il y ait de risques d'interaction qui peuvent être dangereuses pour l'homme, exactement. Donc, le but, c'est de donner des nouvelles prédispositions à ces robots, et c'est là où l'intelligence artificielle va intervenir. C'est-à-dire qu'on va programmer ces robots pour qu'ils puissent en temps réel évaluer l'environnement dans lequel ils sont, savoir comment se déplacer, avoir des gestes précis. Et ça passe par des modèles d'apprentissage. Donc c'est des bases de données qui vont nourrir, entraîner ces robots à pouvoir évoluer. Donc dans le cas de la robotique humanoïde, typiquement, il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est tout l'enjeu justement de se rapprocher des laboratoires de recherche du CNRS pour pouvoir justement travailler de manière précise. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et beaucoup de communication qu'il y a sur la robotique humanoïde. On a encore beaucoup de choses à travailler d'un point de vue scientifique pour faire en sorte que ces robots puissent évoluer dans un environnement peuplé en toute sécurité. Passionnant tout ça. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tech & Co nous parler de ce programme ambitieux de recherche robotique qui a été lancé donc il y a quelques jours. Vous en êtes la responsable, en tout cas vous êtes responsable de cette filière industrie du futur au CNRS. Merci beaucoup, Véronique Ribière. Est-ce que je peux ajouter que les industriels sont les bienvenus pour prendre contact avec nous? Vous faites bien de lancer l'appel. Voilà, donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre pour travailler ensemble et réfléchir ensemble sur l'innovation de demain. Et puis aussi les étudiants ou les jeunes personnes qui souhaitent s'orienter vers de nouvelles filières, qu'elles n'hésitent pas à s'orienter vers la robotique et l'IA, parce qu'il y a du besoin. Voilà. Et puis c'est une filière qui prépare au meilleur, en fait. Donc c'est super intéressant. Tout à fait, merci à vous. Merci beaucoup, Véronique Ribière. Et c'est avec ce petit focus sur CNRS que se termine ce Tech & Co, la quotidienne spéciale robotique. Voilà, j'espère que ce rendez-vous un peu, on va dire, en marge de ce qu'on a l'habitude de faire vous a plu. On se retrouve demain, on sera à Cannes, bien sûr, pour ce grand rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle, avec des invités prestigieux. On aura l'occasion d'en parler demain. D'ici là, très belle soirée et à demain pour Tech & Co sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.